Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du DigiWorld Institute. Alors, on a décidé aujourd'hui de parler quantique, cette révolution quantique qui est peut-être parfois un buzzword, mais qui en fait n'est pas véritablement un buzzword puisque c'est une réalité, c'est une révolution qui est en cours. Et pour ce faire, nous avons l'honneur, le privilège et la joie d'accueillir Fernando Dominguez, qui est VP chez SandboxEQ et qui travaille tout particulièrement sur cette révolution. Fernando, bonjour. Bonjour et merci beaucoup de m'accueillir ici. Oui, en fait, vous avez parlé d'un buzzword pour le quantique. Et alors, il y a beaucoup de questions dans la société aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que le quantique? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il n'est pas là? Alors, le but, c'est de démystifier est-ce que c'est vraiment que le quantique ou pas. Et même moi, j'ai passé par cette phase où le quantique était dans ma vie et je ne l'ai pas vraiment compris que jusqu'à la dernière décennie où j'ai vraiment eu l'occasion de le comprendre. Alors, l'anecdote, c'est moi, je suis espagnol, j'ai étudié au lycée français, mais j'ai aussi étudié à l'école centrale à Paris, où ça a été ma première rencontre avec la physique quantique. Et ça n'a pas été une très amusante rencontre. Lorsque je ne comprenais rien du tout, il y avait beaucoup d'équations dans le bureau et dans les livres. Et il y avait un examen qu'on devait prendre de la physique quantique. Et moi, j'avais peur parce que je venais de 3 semaines de jouer au rugby dans un championnat d'Europe. Et donc, je rentrais et je n'avais même pas ouvert le bouquin. Et on m'avait dit, t'inquiète, avec les étrangers, tu n'as jamais un zéro. Que si tu mets le nom, parce qu'ils savent que notre français n'est pas si bon, tu as toujours un 1. Alors, je vais faire l'examen, j'apprends tout ce que je peux de mémoire, ça marchait pour moi, et 2 semaines après, j'ai un 0. Ça, c'est le premier examen. Et ça a été ma première rencontre avec la physique quantique. Donc, ça a commencé par un 0. Par un 0. Mais ça a bien fini quand même. J'ai démystifié le mythe que les étrangers n'avaient jamais un 0. Donc, et ça, c'était dans mes 20 ans. Et donc, là, j'ai pris peur avec la physique quantique. On écoute quantique ici, quantique là-bas, et notre cerveau se renferme. C'est un mécanisme de défense et je ne comprends pas, donc je m'enferme. Ça, c'est pour les physiciens, ce n'est pas pour moi. Et après, à la fin de l'année, j'ai eu un 6 sur 20. J'ai célébré beaucoup plus que mon 19 en biologie ou mon 18 en mathématiques parce que je n'arrivais pas encore à comprendre ce que c'était la physique quantique. Et après, ça a été dommage dans ma vie professionnelle. Lorsque j'étais à Google X, le laboratoire d'innovation de Google, et je suis rentré dans la physique quantique à nouveau, mais d'une façon complètement différente. On était en train d'explorer la convergence entre l'intelligence artificielle et la physique quantique. Et là, c'est moi qui, proactivement, je suis allé chercher des matériaux, des vidéos de YouTube, des cours de physique quantique, et je voulais apprendre. Et lorsque j'ai commencé à connaître les applications de la physique quantique, pas apprendre les équations aussi, mais apprendre comment ça peut changer la vie des gens et comprendre et découvrir que c'est aujourd'hui déjà prêt et qu'il n'y avait pas besoin d'attendre aux ordinateurs quantiques dans 5 ou 8 ans. Ça a devenu ma passion pendant les derniers 5-7 ans. Donc alors, le message, c'est n'ayez pas peur. Alors justement, Fernando, c'est un petit peu ce qu'on va essayer de faire puisque l'objectif de ces vidéos, c'est de permettre de vulgariser certaines technologies qui peuvent paraître un petit peu, parfois un peu effrayantes d'ailleurs, où on se dit je ne vais pas savoir, il faut être un expert. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on travaille ensemble effectivement pour bien comprendre ce que c'est que le quantique et merci en effet d'apporter le maximum d'illustrations pour nous permettre de toucher du doigt ce qu'est cette nouvelle technologie. Alors, déjà, une première question, Fernando. Est-ce que pour vous, la révolution quantique est-elle déjà en cours? Est-ce que c'est dans le présent? Est-ce que c'est une réalité? Ou est-ce que c'est encore un petit peu le futur et peut-être un peu de science-fiction d'ailleurs? Non, c'est une excellente question et la réponse est totalement. La révolution quantique est déjà en cours. Mais il est très important de comprendre que ce n'est pas la première révolution quantique. On parle de 3 révolutions quantiques dans les derniers 100 ans. Alors, la première révolution quantique, c'est dans les années au début du XXe siècle, lorsqu'on découvre la physique quantique. C'est les théories de la physique quantique apparaissent avec des grands physiciens de l'époque, comme Albert Einstein. Et il y a une photographie, une conférence Solvay en 1927, par exemple, où on dit qu'il y a la photographie la plus intelligente du monde, parce qu'il y a 17 prix Nobel dans cette photographie, elle est très, très connue.
Et c'est là que tous ces cerveaux internationaux se mettent ensemble et disent il y a une autre physique qui n'est pas la physique qu'on a appris, newtonienne de toute la vie, qui explique le monde atomique, qui explique comment les atomes se comportent les uns avec les autres. Et ça, ces lois sont complètement différentes des autres. Et ça, c'est la première révolution. Parce qu'au fur et à mesure qu'on commence à apprendre plus et plus, on dit il doit y avoir une façon de passer du monde atomique petit au monde grand des corps humains ou de la pomme qui tombe de l'arbre. La deuxième révolution quantique, c'est pendant les prochaines décennies. Les scientifiques arrivent à prouver dans les laboratoires de façon empirique toutes les lois et les théories qui au début n'étaient que des idées. Donc on arrive à les prouvoir et à dire c'est vrai, ça arrive chaque fois, donc il faut vraiment maintenant les amener dans le monde de l'application. Et c'est ce qui arrive maintenant dans les dernières 10-15 ans. C'est la troisième révolution quantique. C'est grâce à l'intelligence artificielle, grâce au niveau de computation qu'on est arrivé dans la partie de Harvard, qu'on peut extraire la valeur de la physique quantique et on passe d'un problème scientifique à un problème d'ingénieur. Donc c'est plus quelles sont les lois, c'est plus est-ce qu'elles sont vraies, on sait qu'elles marchent, c'est plus un problème scientifique, c'est un problème d'ingénieur pour extraire la valeur, pour résoudre des problèmes d'aujourd'hui pour les entreprises, pour les gouvernements, pour la société. Alors on est donc passé d'un stade de l'idéation, on en était donc, si je comprends bien, à juste une idée, à finalement maintenant des modalités d'application et avec donc des possibilités de définir d'une nouvelle approche de notre réalité aussi à travers le quantique. Alors, si on devait donner quelques exemples justement, quelques illustrations de ce que cette révolution quantique va apporter, quels sont selon vous les éléments les plus saillants et est-ce que finalement le quantique c'est l'ordinateur quantique? Très, très bonne question. Et je pense aussi qu'avec les exemples, on va peut-être découvrir comment est-ce que ça va impacter notre vie, notre jour à jour des prochains 5 ans. Et il ne faut pas inventer, on a calé au programme européen, le Flagship Quantum Program, qui décrit les 4 pattes du programme. Une de ces verticales, c'est l'ordinateur quantique. L'ordinateur quantique, c'est une application de la physique quantique. Mais il y a 3 d'autres très importantes qu'on a laissé passer, que la presse, pendant les dernières 5-10 ans, n'ont pas couvert trop. Et donc, lorsqu'on mentionne le quantique, la plupart de la société, des gens, des centres de recherche pensent aux ordinateurs quantiques. Les ordinateurs quantiques, ils sont très indispensables, ils vont être critiques à la société, mais ils sont encore en recherche. Alors justement, on en est où des ordinateurs quantiques? Parce qu'on en entend beaucoup parler, mais est-ce qu'on peut aller dans une entreprise et voir ce que c'est? On peut faire des petits expériments. On a les grands gouvernements qui ont leur propre programme. On a les grandes compagnies comme Google, Microsoft, IBM qui ont leur propre ordinateur quantique. Et on peut faire des recherches, mais ils ne sont pas encore dans une mode commercial. Et donc, on sait qu'ils vont arriver parce qu'ils ont fait public leurs roadmaps. Pendant les prochains 5 à 8 ans, on va arriver au nombre minimum de qubits qui leur font fonctionner pour résoudre des problèmes réels. Donc, autrement formulé, il faut attendre les 5-8 ans pour véritablement pouvoir découvrir en vrai, dans la vraie vie, l'ordinateur quantique? En fait, il ne faut pas vraiment attendre parce qu'aujourd'hui, grâce à la cloud, on peut accéder à un ordinateur quantique. Il n'y a pas besoin, on n'a pas besoin, c'est pas comme les premiers ordinateurs d'il y a 100 ans, où on devait acheter ces grandes machines pour vraiment découvrir le potentiel. Aujourd'hui, grâce au cloud, on n'a plus besoin que payer, rentrer dans un cloud et dire je veux utiliser cet ordinateur quantique ou l'autre ordinateur quantique, parce qu'il y a plusieurs modalités. Et on peut jouer, commencer à apprendre quels sont les nouveaux langages de programmation, quelles sont les nouvelles capacités, qu'est-ce que l'on peut faire. Et donc ça, c'est quelque chose que l'on peut faire. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec la physique quantique sans les ordinateurs quantiques. Absolument. Et là, on rentre dans les 3 autres verticales du programme européen, par exemple, qu'on est en train d'explorer dans Sandbox EQ. Et c'est la métrologie, c'est les capteurs. Ce qui fait les ordinateurs quantiques si compliqués, c'est qu'ils sont très sensitifs. Et donc, tout ce qui arrive autour d'eux interfère dans les qubits et la manipulation des qubits. Mais ça leur fait aussi devenir de très bons capteurs. Alors, si vous n'avez jamais fait une résonance magnétique, ça, vous avez déjà été dans une machine quantique. Tout ce qui a à voir avec les champs magnétiques, c'est du quantique. Et donc, on va arriver dans
dans une phase, les prochaines 10-20 ans, de nouveaux capteurs pour medical devices, pour la partie de médecine, pour la partie de géologie, et trouver de nouveaux matériaux sous la Terre, ou notre application qu'on est par exemple en train de faire, c'est la navigation quantique. Et les oiseaux, les baleines font de la navigation autour de la Terre, sachant le champ magnétique qu'il y a dans la Terre. Chaque point de la Terre a un champ magnétique différent. Et ça, on peut le faire aujourd'hui avec les outils qu'on a, avec l'intelligence artificielle. Alors ça, c'est la première verticale. La deuxième verticale, c'est la cybersécurité et la partie de communication. Ce qui arrive, ça, c'est la partie la plus importante. C'est il y a des modèles d'encryptation qu'on utilise aujourd'hui, qui utilisent des problèmes mathématiques pour encrypter votre données et votre data. Ce qui arrive, c'est que les ordinateurs quantiques sont très bons à résoudre ce genre de problème. Alors, lorsqu'on aura un ordinateur quantique, dans 5 à 8 ans, on sait qu'ils vont pouvoir casser cette encryptation et lire toutes les données. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est à niveau nation, il y a des grands projets où ils sont en train de... Ils prennent votre donnée, ils ne peuvent pas la lire parce qu'elle est encryptée, mais ils la gardent. Ils la gardent pendant 3, 4, 5 ans lorsqu'ils auront un ordinateur quantique. En attendant le jour où ils pourront effectivement donc casser, entre guillemets, et avoir accès donc à la donnée. Et pour ça, on est déjà en danger aujourd'hui. Il faut se protéger aujourd'hui. Mais pour se protéger, on n'a pas besoin d'un ordinateur quantique. On a juste à changer ces modèles d'encryptation qu'on utilise pour encrypter et sauvegarder nos données. Et ça, c'est des problèmes mathématiques différents que l'on sait que les ordinateurs quantiques et les classiques ne peuvent pas résoudre. Alors, on est déjà en train de travailler avec les gouvernements, avec le gouvernement américain, avec des grandes banques, avec des autres entreprises, des hôpitaux, parce que sauvegarder les données, sachant que dans 5 ans, peuvent être exposées publiquement, il faut le faire aujourd'hui. Et changer toute l'encryptation de votre infrastructure, ce n'est pas un projet d'une semaine, c'est un projet d'années. Il faut d'abord connaître votre infrastructure, qui a grandi beaucoup pendant les derniers ans, savoir ce que l'on a, et après, changer la cryptation. Donc, c'est des grands projets d'implémentation. Alors, justement, avant de passer au troisième pilier, si on reste sur cette partie préparation avec cette ambition donc, de cybersécurité, est-ce que vous estimez qu'au niveau européen, mais aussi au niveau américain, on est suffisamment préparé justement pour éviter le danger de donner de la donnée, si je puis dire, à certains qui pourraient ensuite effectivement y avoir accès une fois que la technologie le permettra. Est-ce que vous pensez que cette prise de conscience est généralisée? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, la société a encore associe le quantique aux ordinateurs quantiques. Et parler de cette partie de l'encryptation et de cette partie de la cybersécurité, c'est quelque chose qu'on est en train de faire. C'est pour ça qu'on a par exemple rejoint le comité de World Economic Forum pour essayer de conscientiser les entreprises, les gouvernements. Vous êtes en train de faire de la pédagogie actuellement, voilà. Donc Sandbox IQ est en train de faire de la pédagogie pour sensibiliser les gouvernements, mais aussi les patrons d'entreprises aux risques qu'il y a dès maintenant, actuellement, effectivement faire en sorte que la donnée ne soit pas entre les mains de certains qui vont pouvoir l'utiliser à mauvais escient. C'est cela donc? Correctement, mais il n'y a pas que nous, il y a aussi des centres de recherche, il y a le NIST, la National Institute for Standards and Technology aux États-Unis, qui a un programme où il y a une collaboration avec une douzaine d'entreprises qui travaillent ensemble pour trouver la meilleure façon d'encrypter toutes nos données à niveau mondial. Il y a d'autres collaborations, mais ceci c'est quelque chose si important que le président Biden, par exemple, a déjà passé des lois pour renforcer leur département de défense à faire cette migration des données, parce que les données de le département de défense des États-Unis sont très importantes. Et on sait qu'après eux, c'est les grandes infrastructures, comme les banques, les télécommunications, les réseaux des hôpitaux et les réseaux de healthcare et des données nationaux. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde géopolitique où on habite, c'est une priorité pour sauvegarder la société. Et donc, on sait que l'Europe va derrière. Et c'est une question de mois ou quelques ans qu'il y a aussi cette demande de loi pour essayer de forcer tous nos départements de défense et toutes nos entreprises à migrer leurs données. Alors, avant de passer toujours au troisième pilier, peut-être toujours sur cet aspect cybersécurité, comment voyez-vous le niveau de maturité de
d'une part de conscientisation des enjeux du quantique, mais aussi de mise en place des programmes entre les États-Unis, l'Europe, la Chine et puis peut-être, pourquoi pas, d'autres parties du monde telles que l'Inde. Si on devait faire une sorte de ranking entre les différents continents, quel est celui qui, selon vous, est le plus avancé? C'est une très bonne question. En fait, il y a des différents leaders, ça dépend, puisque c'est un phénomène si grand, toute l'application de la physique quantique dans tous les domaines, c'est si vaste qu'il va y avoir des leaders dans certains domaines et dans certaines verticales. Donc, ce que l'on peut parler, c'est par exemple des chiffres d'investissement. On sait dans les programmes nationaux, il y a plus ou moins 30 milliards de dollars qui se sont investis en 2021 à niveau national. Et alors, on sait que 50% de cet investissement, ça a été que la Chine. Donc 50% des investissements, la Chine. Oui, nationaux. On ne sait pas, par exemple, private investissement, c'est différent. Et donc ça te donne une représentation de l'importance, de la relevance que la Chine a mis à être le leader mondial dans l'intelligence artificielle et la quantique. Et la quantique fait partie de ce programme. Après, vous avez les États-Unis avec un très grand programme. La France, avec le président Macron, en 2021, ils ont pensé un programme de 1,8 milliard de dollars. L'Allemagne, le Royaume-Uni. Et on voit une similarité avec la brèche digitale qui est apparue il y a 10 ans, 15 ans. Il y a les pays qui ont un programme digital pour faire ces transitions digitales. Mais maintenant, on a ce qu'on appelle la brèche quantique. Il y a une douzaine, 17 pays qui ont un programme national de quantique et les autres qui n'ont pas. Et ça va déterminer qui vont être les leaders mondiaux du demain, des prochains 5 ans, 10 ans, parce que toutes ces technologies impactent tous les niveaux de la société, des entreprises, des business, de l'académie, de tout. Donc, en fait, en termes de mapping géopolitique, ce que l'on comprend, c'est donc que la Chine a compris l'intérêt stratégique que pouvait avoir cette technologie, d'où les investissements que vous mentionniez. Et on voit que chacun des États sont en train de se positionner, selon là encore un certain niveau de maturité. Mais pensez-vous qu'il soit possible pour un État seul, et non pas une fédération d'États, pensez-vous qu'il soit possible justement d'être un des leaders de cette technologie quantique? Ou est-ce que, il faut être plutôt dans une logique de fédération d'États pour véritablement être en pointe? On peut se poser la même question dans ce qui s'est passé dans les derniers 20 ans dans la partie technologie. Est-ce qu'il y a un pays ou un État qui est le leader technologique par excellence? C'est difficile à répondre. Plutôt on devient des experts dans différents domaines. L'Israël a fait de très bons efforts dans la partie cybersécurité, par exemple. La France, avec tous ces programmes, les labs quantiques qu'ils ont, ils sont définitivement des leaders dans la partie quantique. Mais un seul État, c'est très difficile de battre ou de compétir avec le niveau de la taille d'un pays comme la Chine, qui a produit 10 fois ou 100 fois plus d'ingénieurs, de physiciens et de chimistrie et de talents. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une très forte collaboration des pays d'Occident. Il y a un accord entre les États-Unis et la France, il y a d'autres accords de programmes européens, et il y a d'autres accords avec le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Espagne. Et c'est cette collaboration qui va nous faire vraiment nous devenir leaders à niveau mondial. C'est très difficile si on commence à compétir entre nous. Alors revenons au troisième pilier, puisqu'on a décrit effectivement les différents piliers de cette révolution quantique. Qu'est-ce que vous pouvez en dire du troisième pilier? Le troisième pilier, c'est un des plus intéressants, car c'est de la simulation et l'optimisation à travers les méthodologies de la physique quantique. C'était très important de comprendre qu'on a vécu pendant les derniers 100 ans avec un monde binaire de 0 et de 1. Alors on est arrivé à la Lune avec des 0 et des 1. C'est un peu ridicule, c'est un peu fascinant que lorsque moi je t'envoie un message à ton téléphone, c'est des 0 et des 1 que je suis en train d'envoyer. Mais le monde n'est pas des 0 et des 1. Donc c'est toujours une approximation. Lorsque je fais une simulation avec des 0 et des 1, ça va toujours être une approximation de la nature. Alors on passe à un monde atomique, où l'unité d'information, ça va être l'atome. Et le monde, tout est créé à la base d'atomes. Si on arrive à simuler, à savoir comment ces atomes interagissent entre eux,
alors on peut simuler vraiment ce qui arrive à un niveau naturel. Alors nous, ce qu'on est en train de faire, par exemple, c'est faire de la simulation. Qu'est-ce qui impacte, c'est quoi le monde atomique dans le monde business, par exemple? Ouais. C'est surtout la chimie, tout ce qui est des développements de nouveaux matériaux, et des nouveaux batteries, des matériaux de construction plus résistants ou le même niveau de résistance, mais plus circulaire, plus sustainable pour le monde, l'environnement. On parle aussi de la pharmacie, développer des nouvelles solutions pour nos corps, de drogue, pardon, comment on dit drogue, médicaments. Des médicaments, des nouveaux médicaments. Et donc la partie de pharma, elle est très développée ici parce que ça fait des 100 ans qu'ils essayent, avec tests et erreurs, de trouver des solutions. Maintenant, on peut arriver à une partie où on peut vraiment simuler comment la protéine va s'accoupler au virus pour résoudre ce qu'on est en train de chercher. Nous, par exemple, on travaille avec un laboratoire de recherche, que ça fait plus de 20 ans qu'ils essayent de travailler sur l'Alzheimer. Et on a, pour la première fois, en appliquant des modèles de la physique quantique, on a découvert des choses qu'ils n'ont pas pu faire pendant 20 ans, et en utilisant des GPUs, des Graphic Processing Units, c'est-à-dire les mêmes ordinateurs et hardware que vous utilisez tous les jours. Donc c'est juste utiliser des nouveaux modèles dans le hardware qu'on a besoin aujourd'hui. Et au fur et à mesure que les ordinateurs quantiques avancent, on va les intégrer dans ces simulations. Mais pour l'instant, on peut faire beaucoup avec la physique quantique, avec les ordinateurs classiques. Donc ce que vous dites, en fait, c'est que dès maintenant, grâce à la nouvelle grille de lecture que permet effectivement le quantique, on peut accélérer le rythme de l'innovation, le rythme des découvertes, et on embarque donc toute cette partie de sustainability, c'est-à-dire tout ce qui concerne la transition écologique, les aspects climatiques. Mais concrètement, parce que c'est toujours l'inquiétude qu'un certain nombre d'entre nous peuvent avoir, c'est que lorsqu'on parle nouvelles technologies, il y a besoin de beaucoup d'énergie, il y a besoin parfois de beaucoup d'eau, bref, de matières naturelles qui sont déjà très limitées. En quoi le quantique répond-il à cette obligation, à cette nécessité d'un monde plus durable? C'est une excellente question. Et en fait, le quantique va pouvoir aider à faire tous ces modèles de computation beaucoup plus sustainables. Qu'est-ce que c'est les modèles qu'on utilise de la physique quantique? En fait, la physique quantique, au monde atomique, il y a tellement de données, il y a tellement d'unités, de variables qu'on doit procéder, qu'on a développé pendant les derniers 100 ans des équations qui nous permettent de comprendre ce monde. Ce qu'on est en train de faire, c'est prendre ces équations et les appliquer à des problèmes d'aujourd'hui. Et alors, par exemple, nous, quand on était en train de faire des expériments au début, on a pris une technique elle était dans les archives de la science, dans les archives des laboratoires de recherche, qui s'appelle Tensor Network, pour essayer de simuler les orbitales, ou DFT, c'est un modèle de computation de chimie qu'on utilise beaucoup dans la pharmacologie. Et on a arrivé à faire la computation la plus grande, la plus vite au moment des orbitaux. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est ces modèles nous permettent de prendre de grandes données d'informations qui doivent se multiplier pour arriver à un résultat et le réduire dans un monde beaucoup plus petit. C'est-à-dire, on fait des problèmes très grands, on les fait très petits en utilisant ces méthodologies. Et ça, c'est ce qui va réduire faire tomber la demande de ressources, d'énergie pour ce modèle de computation. Et ça arrive dans les banques, par exemple. Les banques doivent procéder des milliards de données en secondes pour pouvoir obtenir les résultats dont ils ont besoin. Ça va aider dans la partie de pharma ou de développement de nouveaux médicaments parce qu'on n'a pas le temps de faire toutes ces corrélations de computation qu'on a besoin. Et ça nous permet de trouver des solutions beaucoup plus vite. Alors on le voit, les modalités d'application ou les secteurs d'application sont multiples. Vous parlez de la banque, vous parlez effectivement du monde pharmaceutique, donc tout ce qui concerne le medtech, mais finalement, quel impact le quantique va-t-il avoir, ou a-t-il déjà, sur les organisations, donc les organisations du travail par exemple, mais aussi même la façon dont on va devoir assurer la gouvernance des entreprises, parce que c'est un sujet qui est important pour l'ensemble des membres du DigiWorld Institute, c'est de comprendre ce que ça va changer
non seulement dans leur recherche et développement, mais aussi dans leur vie quotidienne et dans la gestion de leur entreprise et de leur organisation. Donc, en termes de métier, qu'est-ce que ça change, cette révolution quantique? Ça va tout changer. En fait, moi j'aime bien faire une analogie avec le quantique et l'Internet. Si vous vous rappelez de l'Internet lorsqu'il est arrivé au début des années 90, et on ne comprenait rien. Tout le monde disait parler de l'Internet. Et personne ne comprenait au début. Et on essayait de rentrer dans l'Internet et je devais couper le téléphone et ça marchait. Il y avait même pas, lorsqu'il n'y avait pas de chercheurs, je parle. Et au fur et à mesure qu'on commence à utiliser, ça devient partie de notre quotidien. Et maintenant, on utilise Internet tous les jours et tout le monde le comprend. Mais personne vraiment comprend comment ça marche l'Internet derrière. Et je me rappelle au début, beaucoup de métiers, beaucoup de business qui disaient l'Internet, c'est pas pour moi. Absolument. Mes clients ne sont pas sur l'Internet. L'Internet, moi, j'ai pas besoin. Ça, c'est pour les nouveaux petites entreprises. C'est pareil avec le quantique. C'est exactement la même chose. Aujourd'hui, le quantique, c'est un mot que les gens ne comprennent pas et qui pensent que c'est que pour les physiciens. Dans les prochains 2 ans, 3 ans, 4 ans, on va parler plus et plus de quantique jusqu'à il va y avoir un jour, ça devient de notre quotidien. Et tous les métiers, on dit quantique. Pourquoi? Parce que le niveau atomique, c'est dans tout. Donc dans les télécommunications, dans les finances, dans la chimie, dans l'encryptation, la cybersécurité. Donc ce sera une part de notre réalité de toute façon. Voilà. Et ça modifie notre perception de la réalité, mais c'est une part de notre réalité. Et selon vous, quel conseil peut-on donner à l'ensemble de nos membres, aux membres du DigiWorld Institute, qu'ils soient grands groupes, TPE, start-up ou territoires ou institutions? Quel conseil peut-on donner pour bien se préparer? Parce que, si je comprends bien, la révolution est en cours, elle commence déjà. Il y a, on l'a vu avec vous, d'un point de vue géopolitique, une sorte de course aussi à cet apprentissage du quantique. Donc, comment peut-on être prêt et comment peut-on mieux être prêt? Comment faut-il faire? C'est quoi vos conseils? C'est une bonne question. Alors, je vais répondre en 2 points. Le premier point, c'est d'abord réaliser qu'il ne faut pas attendre aux ordinateurs quantiques, qu'il y a beaucoup à faire aujourd'hui. Il y a des applications aujourd'hui qui sont nécessaires et critiques pour maintenir notre business en top leader en France ou mondial. Une fois on a assimilé cette partie, on va au point numéro 2, et il n'y a pas besoin de tout changer. Et il faut, comme on a fait avec l'intelligence artificielle, comme on a fait avec le cloud, comme on a fait avec l'Internet, il faut commencer à explorer. Il faut commencer à embaucher ou à changer le talent qu'on a dans l'entreprise, à le former et à essayer à voir quelles applications aujourd'hui on peut commencer à implémenter dans notre business, dans nos procès. Avec quel partenaire il faut qu'on travaille pour pouvoir, si je travaille dans les communications, comment je commence à avoir des communications quantiques, comment je commence à me protéger du quantique dans les nouveaux modèles de cryptation. Si je travaille dans la médecine, comment je peux me bénéficier de ça et commencer à avoir des expériments. Et à mesure qu'on a des expériments, après, ça s'intègre dans le business. C'est une journée. Ce n'est pas une décision d'aujourd'hui à demain, c'est une journée. Donc ce que vous dites en fait, c'est qu'il y a une nécessité de sensibilisation, donc de compréhension des enjeux du quantique, et ce qu'on essaie de faire à travers ce matériau, cette vidéo, c'est de bien faire comprendre ce que ça signifie et comment se préparer. Donc former, informer et aussi expérimenter. Donc en l'occurrence, pour être prêt, c'est dès maintenant qu'il faut mettre les choses en œuvre. Est-ce que vous pouvez me donner une illustration de ce que vous faites chez Sandbox IQ, justement vis-à-vis de vos partenaires ou vis-à-vis de vos clients, pour répondre à cette méthodologie de la préparation sans attendre l'ordinateur quantique? Qu'est-ce que vous faites concrètement? En fait, nous, on a toute une division d'académie, d'éducation, parce qu'on a compris qu'il fallait éduquer et évangéliser toutes les industries par rapport à l'impact de ces technologies. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille beaucoup avec les universités et avec nos partenaires. Dès qu'on a un partenaire, qu'on travaille ensemble, on fait aussi de l'éducation. Et on a développé des programmes et une plateforme interne où ils peuvent s'intégrer et on peut éduquer depuis le niveau ingénieur d'une façon technique jusqu'au niveau exécutif d'une façon générale. C'est-à-dire comment, pour un exécutif, en 30 minutes ou en 45 minutes, on peut lui faire comprendre
que l'impact qu'il va avoir toutes ces technologies dans son business dans les prochains 3 à 5 ans. Et après, à tous les niveaux ingénieurs, comment on peut former 1000 ingénieurs, 2000 ingénieurs, à disant quels sont les nouveaux modèles mathématiques que je dois appliquer à mes modèles d'encryptation. Donc ça, c'est une partie de ce qu'on fait dans Sandbox AQ pour pouvoir travailler ensemble, parce qu'on va rentrer ensemble dans cette nouvelle société quantique et d'intelligence artificielle. Donc ce que je comprends bien, c'est qu'il faudrait peut-être mettre en place une sorte de passeport quantique, c'est-à-dire faire que dans les différents niveaux d'organisation, il y ait non seulement l'information, la formation, mais aussi d'une certaine façon la labellisation des acquis pour être le plus conscient et le plus efficace par rapport à cette transformation radicale. Une dernière question, Fernando. Si vous aviez votre liste au Père Noël, alors on est un peu en avance par rapport à la saison, mais si vous aviez une liste au Père Noël à faire concernant justement cette meilleure compréhension du quantique et le fait qu'il y ait peut-être une adoption plus rapide, une préparation encore plus véloce de la part de nos États, de la part de nos entreprises, bref, si vous aviez un souhait à demander au Père Noël pour que la révolution quantique se réalise véritablement, quel serait-il ? C'est une question très intéressante. Et en fait, moi, de façon personnelle, je pense que la clé, c'est l'éducation. Et l'éducation, imaginons qu'on avait appris à tous nos enfants déjà ce que c'était l'intelligence artificielle il y a 10 ans ou 20 ans. Où serions-nous si ça s'était passé? Alors, mon souhait serait qu'on commence dès demain, au niveau baccalauréat, au niveau primaire, à faire aux enfants comprendre ce que c'est que la physique quantique, qu'est-ce que c'est que le monde quantique, parce que ça impacte tout le monde, ça impacte tout. Il y a de l'art quantique, il va y avoir des entreprises de marketing qui vont utiliser du quantique, et démystifier tout ce que le quantique c'est pour les physiciens. Donc si la suivante génération peut venir avec ça intégré dans leur système, ce serait incroyable. Imaginez la société qu'on pourrait être. Merci beaucoup Fernando Dominguez de Sandbox AQ. Je crois qu'on aura l'occasion de toute façon de refaire à nouveau des émissions sur ce sujet passionnant, puisque comme vous l'avez dit, la révolution quantique est là, elle est en marche, et donc nous allons observer ça avec beaucoup d'attention. Un énorme merci et à bientôt. Merci à vous.